Bienvenue dans ce petit village de Seine-et-Marne, à 40 km de Paris. Ici, à peine plus de 5000 habitants et rien d'extraordinaire. On a la place du village, une pharmacie, une pizzeria, le boucher du village, la poste à côté de la mairie, les clubs de sport, le château, et puis c'est tout. Mais ce petit village cache quelque chose de bien plus profond. C'est un témoin de l'évolution de nos maisons. En moins d'un siècle ici, dans la même rue, on est passé de ça à ça. Comment on en est arrivé là? Aujourd'hui, nos maisons sont confortables, bien isolées, avec toutes les options imaginables, les peintures faites à la construction et la cuisine posée. En bref, elles sont presque parfaites. Mais elles se ressemblent toutes, sans forcément ressembler à quelque chose. Ouais, en fait, elles nous ressemblent plus. Alors je me suis demandé à quel moment on a arrêté de construire des maisons pour nous. Et à partir de quand on s'est mis à les acheter comme on achèterait n'importe quoi. Comment la maison s'est transformée en un vulgaire bien de consommation. Qu'est-ce qui s'est passé entre ça et ça? Pourquoi nos maisons sont devenues moches? Est-ce que tu trouves que les maisons récentes, elles sont devenues moches? Oh non, Non? non pas moche, mais tellement pareil, tellement toutes les mêmes. C'est comme si nous, on vivait maintenant, tu fais un enfant, ils ont toutes les mêmes têtes, quoi. C'est pas beau, c'est pas très, je sais pas, ça manque un peu de personnalité. Cette discussion-là, je l'ai souvent avec ma grand-mère, et on l'a toujours autour d'un café Tassimo. Ça fait des années que ma grand-mère se sert de sa Tassimo Happy pour me faire des cafés. C'est juste le moyen le plus simple et pratique de boire son café au quotidien. J'ai juste à placer ma dosette, la machine scanne le code barre de la technologie IntelliBrew qui règle automatiquement le volume, la température et le temps de préparation. Ouais, j'ai plus rien à faire. J'appuie sur un bouton et bah ça y est, c'est prêt, rien de plus. J'ai juste à déguster mon café. Du coup, j'ai trouvé ça tellement pratique que j'en ai mis une dans mon bureau. La machine s'adapte au goût de toute la famille puisque le large catalogue de boissons permet de faire plaisir à tout le monde, des personnes qui aiment le café à ceux qui préfèrent un bon chocolat chaud ou même un entre-deux avec les cappuccinos choco. En fait, cette machine, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour boire notre café sans se prendre la tête et juste apprécier le moment. Le lien vers la Tassimo Happy de Bosch est dans la description et il y a un abonnement disponible pour se faire livrer directement son café à la maison, ce qui est vraiment pratique quand t'es un gros consommateur de café comme moi. L'abonnement est flexible, on peut le modifier ou le suspendre à tout moment, je vous mets toutes les infos dans la description. Bref, revenons à notre histoire. Bon, avant d'arriver à ça, on vivait là-dedans. Ouais, des grottes et des huttes faites de branchages et de tout ce qu'on pouvait trouver. C'était clairement la débrouille. Le premier grand tournant marquant en France, c'est l'époque gauloise. Où le village accueille ses héros avec son enthousiasme et son banquet habituel. Vous voyez Astérix et Obélix? Bah, c'est pas trop ça, mais un peu quand même. Les villages, c'était des oppidas. Imaginez un regroupement d'humains entourés de fortifications pour se protéger des ennemis avec à l'intérieur des logements. Les oppidas étaient partout en France et même en Europe. Leur apparence était liée aux matériaux utilisés et les matériaux utilisés étaient choisis en fonction de trois choses. Ce qu'on trouvait sur place, de quoi les sols étaient constitués et la météo. Alors le temps est passé, les habitations ont énormément évolué entre les années 0 et la Révolution française, mais la manière de construire une maison est globalement restée la même. Les matériaux locaux, les sols et la météo décidaient de leur esthétique. Alors dans chaque coin du pays, on a eu notre propre type de maison. Dans le nord, il faisait froid, humide et il y avait du vent. En plus de ça, c'est un endroit où on trouvait beaucoup d'argile, ce qui a permis de créer la brique qu'on a utilisée massivement pour construire les maisons dans le nord. En Île-de-France, la météo était un peu meilleure. On trouvait beaucoup d'argile et aussi beaucoup de meulières, ce qui du coup a donné ce genre de maison typique de l'Île-de-France. À l'est, en Alsace, les influences sont allemandes et la forêt domine, alors on mélange le bois avec la pierre pour créer les maisons à colombage. Tout à l'opposé, on a la Bretagne, la région la plus pluvieuse de France. Là-bas, les maisons se composaient de murs en granit et de toits en ardoise. Pourquoi? Parce que ces matériaux résistaient bien à l'humidité et qu'il y en avait beaucoup sur place. Et maintenant, si on va dans le sud, là où la météo est la plus sèche, on construisait des mâts provençaux avec des murs épais pour protéger de la chaleur qui envahissait les quartiers du sud. Et là-bas, les plus fortunés construisaient des bastides. Tout ça, c'était pas une question de choix, mais surtout une question pratique. Déplacer des ressources, c'était compliqué et il fallait s'adapter aux contraintes locales. C'est ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire française du 19e siècle.
Cette époque, c'est surtout l'époque d'une transformation. En 1801, on est à peine plus de 27 millions d'habitants en France. En 1900, on est 40 millions. La population a doublé et on n'est pas juste plus nombreux, non, c'est tout qui a changé. Parce qu'au début des années 1800, 80% de la population est rurale, on habite surtout en maison à la campagne. En 1801, seulement 7 villes dépassent les 50 000 habitants. Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Rouen, Toulouse et Paris. Mais Paris, c'est un monde à part. Là-bas, ils sont un peu plus de 500 000, mais c'est pas du tout la norme. L'immense majorité du pays est encore composée de villages et de hameaux dispersés un peu partout. En bref, la France est encore paysanne et on vit principalement à côté ou sur notre lieu de travail. D'ailleurs, la maison était bien plus que juste un endroit pour vivre. Elle avait déjà un rôle social. On montrait son statut grâce à elle, on développait son identité et on y appliquait, quand on avait les moyens, une sorte de démonstration artistique. En fait, la maison était presque un tableau habitable et grâce à ce tableau, on comprenait à qui on avait affaire. Les paysans pauvres vivaient dans une ou deux pièces avec peu de fenêtres, pas d'ornements. Les propriétaires aisés ou artisans, eux, vivent dans des maisons plus vastes, parfois entourées de bâtiments agricoles, c'est plus dense, il y a plus d'espace. Quand on montait sur l'échelle sociale, on vivait dans une maison de maître placée au centre d'un domaine ou alors au cœur d'une exploitation. Et les bourgeois, de leur côté, pouvaient s'offrir des maisons dont leur nom a imprégné leur style, les maisons bourgeoises. Dans tous les cas, la maison avait un objectif, une destinée. Être transmise de génération en génération. On construisait pour nous, mais aussi pour nos enfants. Mais bref, peu importe notre statut social, on les construisait comment ces maisons à l'époque? Est-ce qu'on avait des architectes, des plombiers, des charpentiers? Bah ça dépend où et surtout qui. Les populations les plus bourgeoises qui construisaient des grandes maisons, eux, avaient toute une équipe qui était sur le projet. Il y avait un maçon, un charpentier, un couvreur, un menuisier, un forgeron, un plâtrier, un peintre, un vitrier, bref, tous les corps de métier disponibles à l'époque. Et pour ceux qui n'avaient pas d'argent, cette équipe-là, c'était d'abord eux-mêmes. Ils se débrouillaient tout seuls avec l'aide de certains habitants du village. À l'intérieur, c'était à peu près le même schéma. Dans les maisons bourgeoises, on montre qui on est à travers les objets, les bibelots, les décorations et surtout les ornements. L'approche est plutôt maximaliste, la maison doit parler pour nous. C'est un peu la démonstration. Dans les maisons populaires, c'est la fonction qui compte. On y met ce qui est pratique en premier. On a les bases et c'est déjà bien. Les toilettes sont souvent pas dans la maison mais en dehors et la salle de bain, c'est un concept qui est encore lointain. C'est rudimentaire, ouais, mais au moins on a un toit sur la tête et c'est ce qui compte. Quoi qu'il en soit, peu importe nos moyens, ce qui s'en dégage, c'est un style, une esthétique qui va marquer son époque. Mais quand le XXe siècle arrive, tout commence à changer. Beaucoup de personnes quittent la campagne pour aller vivre à la ville, plus dynamique, là où les opportunités et le confort de vie sont bien meilleurs. Un nouveau mode de vie se met en place, on a tout à proximité, c'est pratique comme on l'a jamais vu auparavant, mais on vit dans moins d'espace, car en ville, ça coûte plus cher. Les bourgeois, eux, commencent à faire appel à des architectes qui peuvent leur garantir une maison beaucoup plus sur mesure. Les matériaux commencent à être produits en série et le béton est utilisé en masse. Et surtout, on théorise et réglemente beaucoup plus les constructions. On optimise les hauteurs sous plafond, on ajoute plus de ventilation pour améliorer le rapport à l'humidité. Donc on réfléchit davantage à ouvrir la maison sur l'extérieur pour profiter un maximum de la lumière naturelle. En bref, c'est le début du moment où on essaie de ne plus improviser selon le lieu et la météo, mais on essaie de mieux faire au global, peu importe où on se trouve en France. C'est une période charnière où l'habitat devient presque une discipline. La construction d'une maison se développe en branches et sous-branches. On a beaucoup de nouvelles méthodes. On essaie d'améliorer le style sans négliger l'utilité. Et surtout, comme dans chaque domaine à ce moment-là de l'histoire, les prix baissent et on commence à se loger pour moins cher. Puis va arriver un changement brutal qu'on n'avait pas prévu. À partir de ce moment-là, on pense plus à la maison, c'est la survie qui compte. La France est en miettes, 300 000 maisons ont été détruites et 500 000 ont été gravement endommagées. Alors maintenant que la guerre est terminée, il faut tout reconstruire.
La loi dommages de guerre a permis d'indemniser ces personnes et de lancer les reconstructions. C'est la première fois où on voit des architectes venir massivement aider tout type de population. Les maisons sont modernisées, elles sont plus seulement artisanales, mais elles deviennent un vrai projet rationnel et planifié. Et ça, c'est grâce à une autre loi, la loi du 14 mars 1919, aussi appelée loi Cornudet. Derrière ce nom un peu froid, une nouvelle idée, celle que la ville ne puisse plus se contenter de pousser au hasard. L'intégralité des quartiers et des infrastructures doivent être planifiées et organisées. C'est la première loi qui encadre l'idée d'un truc nouveau ici, le lotissement. Dans un lotissement, ce qui est bien, c'est qu'on est à la fois indépendant, on est chez nous quand même, on fait ce qu'on veut chez nous, en même temps on est groupé. Bon, un petit rappel vite fait, un lotissement, on en a tous déjà vu un, et je pense même que beaucoup de personnes devant cette vidéo y ont grandi, et y vivent même peut-être actuellement. Le pavillon, le jardin, la boîte aux lettres, et bien sûr, le chien. Tout ça au calme, au milieu des champs, à seulement quelques kilomètres de la ville. Le rêve de toute une génération de la classe moyenne française. À partir des années 70, les actifs qui travaillent en ville rêvent de vivre au grand air et surtout de faire construire leur propre maison. En bref, c'est quand un propriétaire, privé ou promoteur par exemple, achète un grand terrain, le découpe en parcelles plus petites, y crée des voies d'accès, des réseaux, l'eau, l'électricité, les égouts, etc. Puis revend ses lots à des particuliers ou constructeurs. Alors c'est pas tout le temps fait comme ça, des fois il n'y a pas l'électricité, des fois pas les égouts, mais vous avez capté l'idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les constructeurs permettent à des clients d'acheter un projet complet et clé en main avec un terrain et leur maison posée dessus, construite. Il n'y a plus grand chose à faire. Ce concept existait déjà en banlieue parisienne, notamment en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans les Hauts-de-Seine. Certains propriétaires de terres agricoles les ont découpés en petits lots à bâtir, puis revendus tout au début des années 1900. Eux, leur idée, c'était surtout de faire de l'argent. Pas un vrai projet abouti. Leur but, c'était de vendre des maisons pas chères à des ouvriers ou petits employés souhaitant accéder à la propriété. Le problème, c'est que ces zones étaient souvent très mal gérées, avec aucun équipement public à la livraison, genre pas d'eau, pas d'égout et parfois même pas de route. Ça, on l'a appelé les lotissements défectueux, qui commençaient à devenir un vrai problème social et sanitaire. L'État veut éviter le retour de ça, alors ils mettent en place cette loi pour faire en sorte que tout soit bien géré. Bon, cette loi va pas tout régler, beaucoup de villes ne la respecteront pas, mais elle a semé une idée générale intéressante. Celle de l'urbanisme moderne, l'idée que nos maisons, nos rues, nos quartiers doivent être pensés ensemble pour une qualité de vie optimale. Mais à peine lancée, cette idée va vite être reléguée derrière des priorités qu'on n'avait pas envie de voir revenir. Il y avait quand même un Français sur 8 qui était déclaré sinistré. On compte à peu près de 5 200 000 foyers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé les leurs. La France est dans une crise du logement d'une ampleur qu'on n'avait encore jamais vue. Alors pour reloger vite, c'est l'État lui-même qui va prendre les choses en main et faire un choix crucial, celui de la verticalité. On construit des grandes tours, l'idée c'est de profiter de la hauteur pour gagner de l'espace et loger un maximum de monde. L'objectif au démarrage, c'est 100 000 logements par an, 300 000 à la fin des années 50. Alors on commence à voir pousser un peu partout en France des grandes tours. Ça c'est ce qu'on appelle la politique de grands ensembles. Cette politique va vraiment bien se développer. Mais assez vite, on commence à tourner le regard vers un autre idéal d'habitation. Car de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il se passe quelque chose qui commence à faire beaucoup parler. Et pendant que l'État construit ses grandes tours, les Français, eux, commencent à rêver d'autre chose. Today, March of Time is in Levittown, where a city is being born. Ladies and gentlemen, this is William Levitt, who heads the largest home building firm in the world. Bill, all this must have taken an awful lot of doing. Well, Van, creating this city presented a challenge unlike anything we ever encountered before. Levittown, ça vient de William Levitt. C'est un nom qui te dit sûrement rien, et pourtant c'est une des personnes les plus importantes du siècle dernier selon le Time Magazine. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, on a aussi besoin de reconstruire vite, mais pas pour les mêmes raisons. Le pays n'est pas détruit, mais tous les GI partis à la guerre reviennent. Ils vont fonder des familles et vont donc avoir besoin de se reloger. C'est là que William Levitt entre en jeu. Lui, c'est un jeune New-Yorkais qui vient d'une famille de promoteurs immobiliers. Quelques années avant la guerre, en 1929, son père avait lancé sa propre entreprise de construction de maisons, Levitt & Sons. Quelques années plus tard, en 1941, les États-Unis sont pas encore entrés en guerre, mais le pays vit déjà une explosion démographique. Les villes de la côte Est sont saturées, les classes moyennes montantes rêvent d'espace, de verdure et de propriété, et surtout la voiture devient accessible, ce qui va développer les banlieues. William Levitt comprend qu'il se passe un truc là, alors il a une idée. Pourquoi on construirait pas une maison comme on construirait une voiture ?
assemblés à la chaîne, élément par élément, pièce après pièce. Alors il va faire un test à Highland Trees, dans l'état de New York. On y retrouve un lotissement avec quelques centaines de petites maisons modestes, construites rapidement, vendues à prix abordable, et c'est un énorme carton. Ces maisons, elles ont un style qu'on appelle Cape Cod. This is a great house, built in 1947. Cape Cod style, redone in beautiful condition. You know, what I love about this, it really has a small town village feel. C'est un style de maison hérité des colons anglais du 19e siècle qui ont voulu transposer leur habitat dans la Nouvelle-Angleterre. Les maisons ont des toits à 2 pans qui descendent assez bas, elles sont rectangulaires et surtout linéaires, pensées comme une suite de pièces dans la longueur. C'est simple à assembler, rapide à construire et donc pas trop cher. Du coup, vu que ça marche, pourquoi on ferait pas une ville entière composée uniquement de ce style de maison? Donc, bienvenue à Levittown, la première zone pavillonnaire géante planifiée et organisée par William Levitt. Today, at the eastern extremity of the state of Pennsylvania, a remarkable construction project is transforming the face of the countryside. The area below will, within the next 2 years, be the 10th largest city in the state of Pennsylvania. A busy community of 70,000 people living in a city which was completely planned before the first house was built. Today, almost 1/5 of Levittown, Pennsylvania is already completed and occupied. 3,600 families are now making their homes in the new city, which has been designed to accommodate the special needs of growing children. Levittown, c'est ce qui crée la banlieue moderne comme on la connaît nous. On y retrouve 17 000 maisons presque identiques, vendues à partir de 7 990 $, et surtout, le plus important, livrées en 3 mois. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de spécial ou d'unique, non, on veut de l'efficacité, quitte à ce que tout se ressemble. Cette proposition, elle est phénoménale, mais elle apporte quelque chose en plus que juste l'aspect économique et pratique. En fait, c'est une esthétique du bonheur, avec un jardin, des clôtures blanches, un sentiment de sécurité, la propriété et surtout une communauté qui rassemble des personnes attirées par le même mode de vie. Partout aux États-Unis maintenant, on veut sa propre version de Levittown, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Là, on est à Lésigny en Seine-et-Marne dans le 77 et on est dans un des premiers Levittown français. Au début des années 70, la société Levitt est venue ici à racheter un grand terrain et a construit une zone pavillonnaire à l'américaine en France. Et les Français ont adoré ça. On peut le voir juste derrière, il y a une maison style Cape Cod avec les poteaux qui viennent supporter le toit et ça fait une forme de porche. C'est vraiment la maison à l'américaine, le rêve pavillonnaire qui a commencé ici. Et on peut voir que toutes les maisons sont vraiment quasiment pareilles. La façade en briques, c'est blanc, les toits sont pentus à 2 pans et c'est assez troublant, on a l'impression de voir des maisons multipliées un peu partout sur toute la zone. Alors j'ai dit qu'elles étaient toutes pareilles mais c'est pas exactement vrai. En fait elles sont toutes issues du même catalogue donc elles se ressemblent toutes mais elles ont quand même des particularités. Il y en a qui sont en L, d'autres qui sont complètement rectangulaires, il y en a qui ont un porche, d'autres qui n'ont pas de porche. Sur celles qui ont un porche, il y en a qui ont une petite remontée devant, d'autres non. Il y a une autre petite particularité dans les résidences Levitt, c'est qu'entre les maisons, il y a des grands espaces verts comme ça. Ça fait presque un peu penser au jardin londonien entre les maisons de Notting Hill par exemple, mais avec un truc plus organique. Tout est ouvert, tout est ensemble, ça fait vraiment résidence. Et c'est quelque chose qui a un peu disparu après dans le développement pavillonnaire français, et je trouve que c'est dommage. Avant l'arrivée de Levitt en France, les seules grandes zones d'habitation en quartier résidentiel étaient construites par des entreprises pour que leurs salariés vivent près de leur travail. L'Île-de-France, ce sont 10 millions d'habitants qui délaissent progressivement Paris et sa proche banlieue pour la Grande Couronne. Cette Grande Couronne où vivent aujourd'hui 4 millions de personnes. Après lui, c'est un modèle qui va séduire le pays tout entier et qui va surtout américaniser la France en installant ce genre de quartier partout dans le pays. C'est le rêve pavillonnaire français qui a enfin commencé. Kaufmann, Phoenix, Maison France Confort. Maintenant, c'est la guerre à qui construira le plus de maisons individuelles en France. En revanche, il se passe un truc qui est important. Les Français, nous, on n'est jamais contents, on aime bien râler. Et du coup, chez les constructeurs, on va devoir s'adapter. Par exemple, les Français adorent la proposition de banlieue pavillonnaire à l'américaine, mais ils se lassent très vite de ce modèle-là, avec des maisons complètement identiques. Les façades en bois, les quartiers quadrillés sous forme de grands blocs, non, eux, ils veulent quelque chose d'un peu plus spécial. Alors, les constructeurs s'adaptent assez vite en proposant plus de variétés de maisons, un urbanisme plus varié, avec des imitations de petits villages. En bref, en France, on est OK pour transformer l'habitation de cette manière
manière-là, mais pas de manière aussi poussée que les suburbs américains. C'est ce qui fait que la société lévite va pas durer en dehors des États-Unis et que les concurrents locaux prendront le relais pour construire la France de demain. Enfin bref, on est dans les années 70, en France ça raffole de ce genre de maison, c'est moderne, ça prouve une certaine réussite sociale et surtout c'est nouveau, ça fait rêver. Maintenant, il n'y a plus que ça partout. Les promoteurs rachètent terrain sur terrain et les maisons apparaissent de plus en plus nombreuses dans des zones un peu désertes de base. Tous les ans, c'est l'équivalent de 3 fois Paris qui est construit en zone pavillonnaire sur des champs. Mais ce rêve pavillonnaire, il va être de courte durée. Parce que pendant ce temps-là, le béton et les parpaings ont remplacé la pierre et le bois. Les matériaux locaux disparaissent des rues, les artisans du coin sont balayés par les promoteurs et leurs armées d'entreprises générales. On n'a plus vraiment de lien entre le sol et la maison, entre la construction et la culture. C'est comme si ces zones pavillonnaires étaient partout et nulle part à la fois. Si je vous montre cette photo, vous savez où on est. Celle-ci aussi. Mais celle-ci, on est où? Et celle-là, à votre avis, on est où? On n'en sait rien. Ouais, ce rêve de maison individuelle s'est transformé en une sorte de banalité pavillonnaire et l'enthousiasme de l'après-guerre a laissé place à un goût un peu amer. Les zones pavillonnaires, avec leurs maisons aux allures de clones construites entre banlieue et campagne, portent souvent des noms qui sonnent comme la promesse d'une vie meilleure. Les terrasses du soleil, le clos des acacias. Mais depuis une dizaine d'années, le désenchantement périurbain a pris le dessus, comme l'a montré la crise des Gilets jaunes. On travaillait en ville et on vivait à la campagne. On avait un jardin, une voiture, une pelouse. C'était ça, le bonheur français. Ça a été la vie de mes grands-parents, celle aussi de mes parents pendant mon enfance, et ça a failli devenir la mienne. Mais je crois qu'en fait, ma génération commence à avoir envie d'autre chose. Le temps passe et tout commence à s'inverser. Les prix des terrains ont explosé dans des zones qui étaient bon marché à l'origine, le coût des matériaux augmente chaque année, l'impact environnemental de ce mode de vie n'est pas soutenable sur le long terme, alors les jeunes générations doutent de plus en plus d'avoir envie de ce mode de vie. Et de toute façon, ça c'est pour ceux qui ont le choix. Parce qu'en réalité, même si le rêve est retombé, on a quand même du mal à y accéder. Obtenir un prêt bancaire pour une maison de 90 mètres carrés, sans grande prestation, à plusieurs dizaines de kilomètres d'une grande ville, c'était le choix de la tranquillité avant. Aujourd'hui, c'est plus la même histoire. Nous sommes en guerre. Et pour rien arranger, le Covid a poussé beaucoup de personnes hors des villes. Des citadins prêts à payer le prix fort dans les campagnes, puisque ça restera toujours une option plus abordable que le choix de la ville. Alors les prix montent et les locaux n'ont plus accès au logement sur place et doivent aller voir ailleurs. C'est pas bien, c'est pas non plus mal, c'est juste un fait. Entre 2013 et 2023, le prix moyen d'une maison neuve a augmenté de 40% en moyenne. Alors on s'éloigne encore un peu, on paye son crédit, sa voiture, son essence. On se lève plus tôt, on rentre plus tard, on est dans notre coin. Et finalement, on se retrouve à vivre une vie dont on ne voulait pas forcément. Ce que mes parents voyaient comme une réussite, moi je commence à le voir comme un piège. Imagine, on était dans un 37 mètres carrés. Dans un appartement à 4, et on arrivait dans une maison de 120 mètres carrés, avec 800 mètres de terrain. Forcément que c'était un rêve. Toi, t'es né à Paris, t'as grandi à Paris, et dans les années 70, t'es parti vivre à la campagne. Ouais. Est-ce que t'as aimé? Est-ce que c'est quelque chose que t'as apprécié, ou est-ce que tu as regretté après? J'ai pas du tout apprécié et j'ai bien regretté, crois-moi. Et pour quelle raison? Parce qu'au début, ça t'a fait rêver peut-être d'avoir plus de place et d'avoir un mode de vie différent. Oui, alors pour beaucoup moins cher, c'est ça aussi, quand on est plus jeune. Une grande maison, un terrain plus grand. Donc, je trouvais que c'était bien pour les enfants aussi. C'était pas très vieux encore. Et après, le transport, 2 heures le matin, 2 heures le soir avec 2 enfants. Et forcément, on était comme des fous. Mais alors, voilà, c'est ça, une belle maison. Notre rêve, il se réalisait. Puis la vie était détruite par la vie qu'on menait. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Je suis pas d'accord avec cette dame, moi, mais pour d'autres raisons. En fait, je crois qu'on a avancé dans le temps en se posant les mauvaises questions. Le vrai sujet, c'est pas quelle maison je veux acheter, mais dans quel monde je veux vivre, de quoi je veux être entouré. Est-ce que j'ai envie d'acheter la maison dans laquelle je vais faire ma vie comme j'achèterais le nouvel iPhone, ou est-ce que j'ai envie de créer un lieu de vie qui me ressemble? C'est très personnel, mais moi je veux pas être entouré de ça. Pourtant, je déteste pas la vie en zone pavillonnaire. J'ai grandi dedans, j'y trouve personnellement un certain confort, une certaine habitude. Quand on est jeune parent, par exemple, qu'on a des écoles accessibles à pied, une chambre assez grande pour que notre enfant puisse jouer avec ses jouets, qu'il a un jardin pour être tranquille dehors, c'est aussi une manière cool d'apprécier la vie. Alors c'est quoi les solutions pour vivre cette vie sans être entouré de ça?
Je pense que la première, c'est la végétalisation. Faire vivre un peu plus la nature avec nous malgré le fait que les terrains soient petits. Harmoniser nos extérieurs, les penser sous forme d'espace comme les jardins à l'anglaise par exemple. Avec plusieurs petites zones en longueur qui permettent de créer différentes ambiances, différentes mises en place et même différents scénarios. Apporter l'intérieur à l'extérieur, jouer avec les textures, les couleurs. La deuxième vraie solution pour moi, c'est l'impression 3D. C'est déjà en place dans certaines zones du monde pour créer des maisons rapidement et à bas coût. Ça peut nous donner accès à un champ des possibles presque infini. Demain, un promoteur de maisons imprimées en 3D pourrait venir créer des murs arrondis, des surélévations, des formes personnalisées qui feraient que chaque humain derrière une maison imagine vraiment la sienne. On achète une méthode de construction, pas un catalogue. Ça a déjà été testé, notamment au Mexique, et ça a apporté à des personnes qui avaient du mal à se loger des vraies solutions d'habitation. En bref, il y a encore beaucoup de défauts à corriger, mais ça existe et c'est en train de progresser dans le bon sens. Une autre chose en laquelle je crois vraiment, c'est les maisons conteneurs. Elles font pas rêver au premier plan, elles sont pas beaucoup moins chères que des maisons standards et pourtant elles offrent des opportunités d'évolution assez folles. On pourrait imaginer un jeune couple qui achète 4 conteneurs pour y construire juste le nécessaire, de quoi accueillir eux et leurs enfants. Puis ils pourraient acheter un conteneur à fusionner avec leur maison pour accueillir leur nouvel enfant. Puis pourquoi pas en ajouter encore un autre plus tard pour créer une salle de jeu aux 2 enfants. C'est un système de maison qui s'adapte à la vie de ses propriétaires, là où la maison standard ne s'adapte pas. Puis après ça, il y a le champ des possibles qu'on n'a pas encore imaginé. Mais ce que j'espère, moi, et de tout cœur, c'est que des architectes essaieront vraiment de travailler sur des solutions accessibles bien meilleures que ce semblant de rêve pavillonnaire qui, j'en ai aucun doute, finira par très mal vieillir et laisser à la France une allure de zone figée dans le temps, mais pas pour les bonnes raisons. Un peu plus loin, dans cette rue, c'est chez moi. Voilà à quoi ressemble ma maison. Moi aussi, comme la moitié des Français, j'ai succombé à ce rêve pavillonnaire. Et moi aussi, comme eux, j'ai assez vite arrêté de rêver. Mais j'ai surtout compris que j'avais une mission bien plus importante. Donner à cette maison basique, sans aucun charme, avec ses contours de fenêtres bleues franchement de mauvais goût, un peu de personnalité. Il n'est pas question pour moi de me laisser vivre dans ce modèle de maison. Je veux la rendre unique. Je veux montrer que c'est possible de faire du beau, même avec du simple. Redonner du charme à nos maisons pour les rendre différentes, les rendre à notre image. Créer le futur, c'est pas forcément renier hier, mais surtout comprendre ce qu'on a mal fait pour l'améliorer. Faire de ses défauts des qualités. Donner de la texture à la façade, rendre ses murs blancs un peu moins froids. Virer ses spots pour travailler l'éclairage. Appeler un ébéniste pour donner de l'allure à cet escalier si fade. Ça sera long, ça prendra du temps, mais j'en suis sûr, un jour j'arriverai à faire de cette architecture de la banalité quelque chose de vraiment spécial.